Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Nostro Milan, victoire de l'AC Milan 2-1 sur la pelouse de la Roma. Milan qui fait carton plein sur ce début de saison avec 9 points pris en 3 journées. Pour débriefer de cette belle victoire, je suis en compagnie de Marco. Comment tu vas mon ami? Salut tout le monde. Malheureusement, on peut pas vous avoir dans le chat pour le coup, mais ça va très bien et j'espère que vous aussi. Ce sera la dernière fois que on fera cette émission en format podcast. Nos régies reviennent de vacances. La rentrée, c'est voilà, nous on est rentrés depuis quelques temps déjà avec Marco, mais certains ont profité jusqu'au bout de leur bel été. Mais du coup, on reprendra les lives dès la semaine prochaine et le match, le derby face à l'Inter. Là, un format podcast qu'on veut plus court parce que comme ça devient pas quelque chose de trop indigeste en format replay. On a trois sujets bouillants du coup pour cette émission. Le premier, c'est évidemment la rencontre face à la Roma et cette belle victoire qu'on va analyser comme d'habitude avec Marco. On va ensuite parler de la dernière journée de Mercato avec les départs de Origi et de Ballo-Touré, l'arrivée surprise de Luka Jovic, la non arrivée de Taremi en provenance de Porto. Et puis évidemment qu'on va réagir à chaud, même si c'était hier, oui, même si c'était il y a 2 jours, à cette poule dans laquelle Milan est tombé, la poule F constituée du Paris Saint-Germain, de Dortmund et de Newcastle, rien que ça. Donc on va commencer à vous en parler, même si on réabordera le sujet avec Théo, Diego et tous ceux qui participeront lors des prochaines émissions. Victoire de l'AC Milan, 2 buts à 1, un but de Giroud à la 9e minute sur penalty, le deuxième en sortant des vestiaires à la 47e minute sur une magnifique retournée acrobatique de Raphaël Leao. Milan qui a confirmé nos attentes dont qu'on avait évoqué l'année dernière, la semaine dernière pardon, face au Torino. On avait pointé du doigt dans le calendrier cette date en disant que ça allait être le premier test réussi, mon ami Marco. Test très clairement réussi, oui, on avait eu deux très bons matchs pour commencer la saison, mais face à des adversaires mineurs. Là, c'est la première fois qu'on affronte un concurrent qui reste solide, malgré des faiblesses dans l'effectif, notamment dues à des blessures ou des arrivées qui n'étaient pas encore forcément intégrées dans le groupe. Je pense à Lukaku notamment. Mais au final, on avait un vrai test et un test qui allait nous permettre aussi de se jauger avant un match hyper important qui est évidemment le derby contre l'Inter. Au final, on fait un bon vieux 9 sur 9. C'est agréable, c'est bon parce qu'au niveau des points, ça nous permet de prendre une certaine avance face à nos concurrents. Au niveau de la confiance, on se met dans les meilleures conditions. Et au niveau du jeu, on a encore une fois produit un super match. On est sur du 30 à 70% de possession à la mi-temps. C'est vraiment une domination à tous les étages. Donc pour le coup, vraiment, on peut se féliciter de ce match. Les Rossoneri ont vraiment super bien géré de A à Mhm. presque Z. Malheureusement, l'expulsion de Tomori nous met vraiment dans de mauvaises positions pour la fin, ce qui nous mène au 2-1 et ce qui nous mène à 1 ou 2 minutes de folie sur le temps additionnel. Au final, à part ça, on n'a vraiment rien risqué. C'est vraiment le seul petit point noir de la rencontre, ce carton rouge, on va dire mal géré selon moi. Mais sinon, c'est une excellente rencontre, aussi bien pour Pioli que pour ses hommes. Tout à fait, on s'est rassuré, l'équipe commence très très bien sa saison. Ça nous permet aussi de mettre en avant à quel point l'AC Milan va être dur à battre, que ce soit en Serie A ou que ce soit en Ligue des Champions, parce que cette équipe, elle commence à avoir une assurance. Je pense sincèrement que le très bon côté de notre mercato, et on y reviendra tout à l'heure, c'est d'avoir fait le groupe assez rapidement, qui est une vraie pré-saison avec tous les joueurs concernés, parce que derrière sur le terrain, c'est assez hallucinant comme Krunic, Reinders et Loftus-Cheek trouvent la ligne d'attaque alors qu'ils ont moins d'une dizaine de matchs ensemble. Hier, encore une fois, on a vu une magnifique animation offensive avec un Loftus-Cheek qui, grâce à une magnifique déviation de Giroud, va provoquer le penalty. Derrière, va être transformé. On a ensuite l'animation sur les côtés plus classiques de Calabria qui va centrer sur Raphaël Leao. Mais globalement, Milan a été dangereux une nouvelle fois, a dominé comme tu dis, de A à presque Z la rencontre, face à une Roma qui, à mon sens, était importante. Il fallait prendre ces points-là face à la Roma parce que le calendrier a été bénéfique pour nous de les jouer aussitôt dans la saison. Ça nous a permis de ne pas avoir Lukaku pendant 90 minutes, ni même Dybala qui risque de revenir dès la semaine prochaine. En tout cas, il est sur le retour. Et en plus, avec une Roma qui a mal commencé sa saison, avec un nul et une défaite avant de commencer, avant ce match face à nous. C'est une deuxième défaite qu'ils vont ajouter en 3 matchs. Un seul point, on en prend déjà 8. Donc voilà, finalement, tout est au vert.
on les rejouera en fin de saison. Peut-être qu'on aura conservé ces 8 points d'avance, peut-être qu'on les aura aggravés. Mais en tout cas, ce qui est fait n'est plus à faire pour nos joueurs. Marco, on va peut-être passer maintenant au top. Quels sont les tops, les prestations individuelles qui t'ont marqué, qui t'ont satisfait? Alors, selon moi, on a beaucoup de bonnes prestations, encore une fois, contre la Roma. Il y en a quelques-unes qui vont se distinguer, mais honnêtement, c'est un top qui, pour moi, déjà peut bouger. Je ne vais pas forcément les classer. Et en plus, il reste assez ouvert, notamment aux 4 et aux 5e joueurs aussi, qui ont été très bons, et je pense que tu en parleras après. Pour moi, il y en a deux qui sont indéniablement dans le top 3. Ça va être Leao et Loftus-Cheek. Ouais, je suis Leao, d'accord parce avec que toi. en fait, une capacité à créer un danger sur l'aile gauche irréprochable. C'est vraiment notre principale source de danger sur chaque action. Il a une capacité à changer les choses et à être vraiment le game changer en pleine action. Et ça, pour le coup, on ne peut que lui accorder. Il fait un match sérieux, même au niveau des efforts défensifs, notamment au moment où on est Mm. réduit à 10, même s'il sort assez vite. C'est non, très bon match de sa part, un match quasiment exemplaire qui en plus se couronne d'un sublime but un peu à la Zlatan Ouais, Ibrahimovic ou une retournée presque au sol qui est vraiment magnifique et extrêmement dur à mettre. Vraiment une prestation de grande classe pour les AO. Peut-être pas un match référence évidemment, mais franchement une très belle copie rendue. En ce qui va ouais, concerner à Loftus-Cheek, c'est surtout la verticalité. Une verticalité incroyable. Il est vraiment en train de monter en puissance sur les derniers matchs. On avait deux premiers matchs de saison qui étaient, on va dire, assez timides. Et là, pour le coup, je le trouve sincèrement hyper intéressant. Un profil un peu à la caissier, apportant une verticalité et une puissance, une accélération dans notre jeu qui nous manquait gravement. On n'avait plus vraiment ce profil-là l'année dernière. Donc pour le coup, c'est hyper agréable de voir ce genre de joueur. Il se provoque un ouais, penalty quasiment tout seul en créant une ouais, action où il va aller chercher une passe en profondeur de Giroud. Franchement, gros match de sa part, très sérieux, c'est hyper encourageant pour la suite. S'il ouais. continue cette montée en puissance ou même s'il maintient ce niveau-là, on peut vraiment avoir un super milieu cette saison. Mm. Et pour finir, je vais aller chercher peut-être Calabria, parce que même s'il y a un but où il se fait éliminer assez facilement sur le 2-1, une prestation grosso modo très intéressante de sa part, un centre magnifique pour Raphaël Leao et un positionnement qui, donc pour aussi faire un clin d'œil à Pioli parce qu'on ne l'a pas fait, Pioli qui a gardé la même tactique que lors des deux premiers matchs où on avait une Ouais. sorte de deux défenseurs avec des latéraux hyper offensifs. Mm. Et on avait un Calabria qui s'est beaucoup recentré, qui a beaucoup joué au final dans l'axe avec un Thio qui prenait sa place. Je pense que ça peut mettre en déroute un grand nombre d'équipes en Serie A et en Europe parce que très dur à contrer pour une équipe. Et rien que pour ça, Calabria fait aussi un excellent match parce qu'il ne joue absolument pas dans sa position. Il est quasiment au milieu dans nos phases de possession. Donc Mm. gros match aussi de la part de David. Je vais te rejoindre sur tes deux premiers, assez indiscutablement, Loftus-Cheek et Leao. Je ne vais pas redire ce que tu as dit parce que voilà, tu as très bien dit les choses. Je vais ajouter un point sur Loftus-Cheek. C'est vraiment son abattage sur le terrain. Aussi, on a un espèce de milieu un peu box-to-box qui repart de très bas, qui monte très haut, porter le ballon. Ça fait du bien d'avoir ce côté droit qui arrive à mener des attaques aussi souvent et qui arrive vraiment à équilibrer avec Théo Hernandez et Leao qui emmènent une dizaine à chaque match. Loftus-Cheek et Pulisic ont vraiment fait encore un bon match. Leao, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est bien pour la confiance, ce but. Il en avait pas besoin. Ça fait 2 matchs qu'il excelle sur le terrain, mais dès la troisième journée, alors que tous les autres joueurs ont marqué, qu'il aille facilement, pas si facilement parce qu'il fallait mettre évidemment, mais qu'il aille rapidement se mettre son premier but, c'est quelque chose de très positif pour le groupe et voilà, pour prouver qu'il concrétise. Je vais ajouter en 3 je pense Giroud, parce que Giroud, encore une fois, il transforme son penalty, le troisième de la saison déjà, mais encore et une nouvelle fois, il laisse aucune chance à Rui Patricio de l'arrêter tant il est magnifiquement bien tiré. Comme tu l'as dit, c'est lui qui met la remise en profondeur pour Loftus-Cheek dans un tempo, encore une fois, Giroudesque. Mais du coup, on est encore sur une très belle prestation du français. J'aurais pu saluer Krunic, Théo Hernandez. Krunic qui a une nouvelle fois montré de belles choses. C'est la troisième rencontre où Krunic montre des choses intéressantes. Pour moi, au bout de 3 matchs, on peut dire qu'il lève les doutes
sur le fait que est-ce qu'il avait vraiment une place de titulaire. Il va sûrement la perdre avec le retour de Benacer, mais en revanche, Krunic titulaire à 3 avec Reinders et Loftus-Cheek, ça me convient très bien parce que le Bosnien est à l'image de ses 2 dernières saisons avec le Milan, très sérieux et très appliqué sur le terrain. Donc voilà, belle mention honorable pour le Bosnien. Mon ami Marco, on va passer maintenant au flop. Quel est ton flop? Quels sont tes flops si tu en as plusieurs? Malheureusement, je pense que je vais être assez méchant, mais j'en ai que un Ouais, véritablement. C'est Tomori. Dans le sens où il y a eu des prestations un peu plus à nuancer, hein, mais notamment chez les entrants. Mais là, pour le coup, Tomori, c'est vraiment le seul qui, pour moi, fait une prestation qui est négative. ouais. Négative parce que très mal gérée, en fait, de A à Z. Cette rencontre de sa part, grand nombre de fautes, du moins de fautes pénalisables. Une Mhm. faute dès la 19e minute qui te rapporte un carton jaune. C'est simple, j'ai regardé la Ouais. télé, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si on ne le sort pas avant la 60e, pour sûr, il prendra le deuxième. Ça Mhm. paraissait évident, tant déjà en première mi-temps, je crois sur la fin de la première mi-temps, il fait une deuxième faute, où l'arbitre lui signale tout de même que c'est la dernière, il n'y en aura pas d'autre. Et Mhm. malheureusement, 60e, encore un carton jaune, il se fait expulser. C'est très bête parce qu'en plus, c'est pas des fautes utiles. Tu vois, un joueur Non. qui se prend deux jaunes sur deux actions qui peuvent s'avérer hyper dangereuses pour nous, d'accord. Là, dans le fond, c'est deux fautes qui, les joueurs sont en général dos à notre but. Il se passe rien. Tu vois, on n'est pas aux abords de la surface. Pour le coup, je suis assez déçu, très déçu de sa rencontre. J'estime que le double jaune est assez mérité sur l'ensemble de son match. Et c'est mal géré, on peut pas compter sur un défenseur. On savait que Pioli avant nous faisait toujours sa spéciale. Dès qu'il y a un joueur a un jaune, je le sors. Pour une fois qu'il s'est décidé de enfin donner de la confiance aux joueurs, si ces derniers ne sont pas capables de gérer notamment d'être sous le coup de suspension, bah, dans ce cas, on est dans de mauvaises positions. Et pour le coup, Tomori, Ouais. en plus d'être dans une forme assez mauvaise en ce moment, il nous plante ça et il nous met dans clairement les pires conditions possibles parce qu'à la 60e, on se retrouve 2-0 à l'Olympico. Bon, évidemment, on savait qu'en face, ça allait essayer de se réveiller. Par chance, le but de Spinazzola n'arrive qu'à la 92e. Mais si par malheur, on fait une boulette avant et qu'il arrive à la 70e, je peux te jurer qu'on ne gagne pas ce match, hein. Donc, c'est un carton rouge qui aurait pu coûter très cher. Donc, rien que pour ça, il mérite la place dans les flops. Moi, pour le coup, je pense que c'est une bonne chose. Si je veux un peu philosopher, je pense que c'est une bonne chose qu'il prenne son rouge maintenant, dans le sens où même si on va s'attendre à jouer l'Inter la semaine prochaine et que son absence va nous faire mal, j'estime qu'on a un Kaloulou qui commence à être benché de manière trop constante. Et pour la progression de Kaloulou, c'est pas plus mal d'avoir un rôle de titulaire face à l'Inter dans un match aussi important dans lequel il a toujours été bon. Donc revoir un peu Kaloulou et le permettre de retrouver un peu le terrain et pas que des bouts de match, ça va être bien pour le français. Et d'une part, à Tomori aussi de se remettre en question sur ces quelques derniers mois à l'AC Milan où il enchaîne les moins bonnes prestations, mais rarement du très bon Tomori récemment. Et peut-être que voilà, le fait de louper ce derby de la Madonnina dans lequel il avait marqué l'année dernière d'ailleurs, voilà, si ça va, il va pas avoir un sursaut d'orgueil en se disant bon là, il faut vraiment que je fasse une grosse saison parce que derrière, si Kaloulou performe, évidemment c'est ce qu'on va souhaiter, bah il y aura de la concurrence à son poste pour l'anglais. De Voilà. toute façon, la C'est concurrence peut être que prolifique hein, dans notre situation. On a un joueur qui est titulaire, mais qui au final, ça réussit pas beaucoup. Et on a un Mhm. Kaloulou qui, on le sait, est hyper prometteur, a fait de super choses dans le passé, mais a perdu toute place dans la rotation d'un point de vue titulaire. Ouais. Le problème étant que Kaloulou, mine de rien, si on se rappelle un peu ses derniers matchs chez nous, c'est pas bon. C'est pas bon, il Mhm. fait pas un bon euro avec les jeunes de la France. Ça reste assez compliqué, on va dire, la situation de Pierre en ce moment. Donc on espère vraiment que bah, ce Ouais. match, ça va être l'occasion pour lui de remontrer qui il est Mhm. vraiment. Il va être évidemment face à deux ténors, hein. Ça va se jouer contre Thuram et Lautaro Martinez. Ça va être Mhm. très costaud. On sait que les derbies, ça nous réussit pas en général sur les dernières années. Donc s'il fait un beau match, en tout cas, ça peut évidemment le remettre bien plus haut dans la hiérarchie. Il n'a pas été appelé par Thierry Henry en plus avec les espoirs. Ouais. Et ça fait très longtemps qu'il n'était pas sorti du groupe. Je ne sais même pas que si depuis sa première sélection en espoir, il est vraiment sorti du groupe. Donc voilà, peut-être que ça aussi, ça l'a touché. Parce qu'il s'éloigne directement de Didier Deschamps et de la liste
des Bleus, alors qu'il y a un moment où il flirtait avec la liste. Il y a eu les journalistes italiens qui se pointaient aux conférences de presse de Deschamps en mentionnant Kaloulou. Il était dans les radars de Didier Deschamps en n'étant même plus appelé en sélection espoir. Et c'est pas une question d'âge. La non-sélection de Kaloulou en espoir, il n'a pas Non, il me fêté son semble anniversaire. pas. Si je dis pas de bêtises, Non, le ouais. chat serait là, il pourrait nous aider, mais il me semble pas. Non, non. Donc voilà, je pense qu'il va avoir à tout prix l'envie de performer comme tout bon professionnel. On va clôturer du coup cette première partie, aborder la deuxième. Mon ami Marco, le mercato qui s'est fini hier, l'arrivée de Luka Jovic en provenance de la Fiorentina, pour un prêt sec, il va finir son contrat chez nous. C'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui va peut-être vouloir du coup se montrer, performer pour ensuite derrière pouvoir re-signer avec le C Milan sur un contrat plus long. Est-ce que tout d'abord tu es content toi de cette arrivée? C'était un peu les montagnes russes. On s'est attendu à Taremi aurait été vraiment l'option parfaite. On a flirté avec un Rafa Mir qui sont allés nous chercher à Séville, qui a 25 matchs par saison pour 4 buts, 26 ans. Enfin, c'était un profil très très bizarre. Et heureusement, ça s'est pas fait. Et finalement, au dernier moment, ça part sur Luka Jovic. Comment tu ressens ça, toi? Alors, à préférer, en effet, je préfère un Jovic à un Rafa Mir. Ça me paraît assez évident. Taremi, ça m'aurait beaucoup plu, dans le sens où en fait on avait un joueur d'expérience européenne qui reste encore à l'heure actuelle très très bon, qui aurait pu prendre un peu la succession de Giroud dans le côté gain d'expérience pour l'effectif, etc. Au final, on part sur toute autre chose, on part sur un Luka Jovic qui sort d'une saison à la Fiorentina. Je suis beaucoup la Fiorentina et pour le coup, c'est pas un joueur qui a performé du tout. Il s'est fait Ouais. très vite bench, il a joué énormément en fait en Conference League. Euh, il fait une saison vraiment en dents de scie, de très bonnes rencontres comme de très très mauvaises. C'est un joueur qui n'est pas du tout en confiance, qui Mhm. a besoin de se relancer. Donc on retrouve un peu le schéma qu'on peut retrouver chez un Loftus-Cheek, chez un Pulisic. C'est pas un transfert bête. Ça paraît assez évident. Je pense il y a quelque chose Rien à en à tirer. perdre. Pardon? On n'a pas grand-chose à perdre sur ce transfert. Non, c'est ça. Après, là où moi j'ai un petit point quand même en travers de la gorge, c'est pourquoi dégager un Lorenzo Colombo au profit d'Jovic. Dans le Mhm. sens où il y en a un qui n'a pas été bon l'année dernière en Serie A, l'autre reste un jeune qu'il faut aider à grandir, et il aura besoin de temps, hein, Colombo, avant de devenir vraiment un joueur digne de ce nom, qui pourrait jouer même dans la rotation chez nous. Mais dans le fond, quand j'ai vu le transfert, je me suis dit, est-ce que c'était pas mieux de garder Colombo, de le faire grandir gentiment, et même si plus tard ça ne devient pas un titulaire chez nous, on le revendra, et en fait tu le, comment dire, tu essaies de donner de la progression à son profil pour potentiellement avoir une plus-value. Sur un Luka Jovic, il y a un prêt. Bon, en effet, on peut le signer par la suite. Je sais pas, je suis assez dubitatif pour le coup sur le Ouais. profil, mais je Moi pense que là-dessus, je pense qu'il peut faire du bien, hein, j'aurais pu mais réfléchir comme toi. J'aurais pu réfléchir comme toi là-dessus sur le pourquoi pas garder Colombo et le faire jouer en troisième attaquant. Je pense que tu as un peu répondu à ta propre hésitation, à savoir que il lui faut de la progression. Et je ouais, suis pas sûr que pour accélérer sa progression, de jouer 8 matchs à Milan, ça favorise sa progression derrière Noah Okafor et Giroud. c'est sûr. Il aurait pu apprendre tous les jours aux côtés de grands joueurs qui, avec une saison en pleine confiance, il peut peut-être en apprendre et progresser plus sur la dynamique de comment être un professionnel, mais au dépit de pas beaucoup jouer. Moi, je pense il lui faut une dernière saison en prêt. Mhm. Jovic, on verra si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Colombo reviendra et à ce moment-là, Noah Okafor qui prendra peut-être un couloir et Jovic sera le deuxième dans la hiérarchie. Ou peut-être que on sera aussi bien loti en se disant bah Giroud c'est peut-être fini et on a un Jovic et un Colombo qui vont être épatants. Même si pour moi Ouais, ça bien pourrait sûr. être un peu. Mais on verra comment ça se construit la saison. Mais en tout cas, Colombo, il lui faut une dernière saison avec un temps plein. En étant le titulaire de Monza, c'est un beau challenge pour lui. Qui passe sa barre des 10 buts, 10-12, peut-être ce sera plus, on le lui souhaite. Et comme ça, au moins, il peut engranger de la confiance dans une équipe qui est plutôt intéressante. C'est déjà un step de plus que par rapport à Lecce l'année dernière. C'est clair. Voilà, attendons de voir si Colombo peut être un bon attaquant pour AC Milan. Pour cela, il faudra qu'il soit un très bon attaquant à Monza. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et pour moi, il fallait du coup, avec le bon départ de Colombo,
un attaquant qui puisse peut-être pas prendre la place de Giroud, mais qui puisse être assez sexy, assez flippant entre guillemets, même si c'est pas trop le profil de Jovic quand j'y pense, qu'il soit flippant. Mais en tout cas, c'est un nom ronronnant quand même, on va pas se Ouais, mentir. bien sûr. Euh, et quand on va faire rentrer des Chukwueze, des Noah Okafor et des Jovic sur des matchs de Ligue des Champions, sur des matchs de Serie A, je pense que ce sera quand même un indicateur de voilà, on a recruté un attaquant qui est passé par le Real, c'est pas n'importe quoi. Si le Real s'est intéressé à lui, c'est qu'il a quand même des qualités. On a mis un tweet il y a pas longtemps sur Milan Actu de Rebic qui, quand il était à l'Hertha Francfort avec, disait que c'est un attaquant qui était en manque de confiance, mais qu'il était très très fort. Donc moi, je pense qu'il arrive dans un collectif qui est quand même largement mieux que celui de la Fiorentina. Il va être servi de bons ballons de tout son environnement, que ce soit à droite, à gauche, Noah Okafor, Leao, Chukwueze, Pulisic, Ansu, Reinders, Loftus-Cheek, peut-être même Giroud si jamais il est amené à jouer en même temps que Giroud sur le terrain. Mais en tout cas, il n'aura plus d'excuses parce qu'il va être très très bien entouré offensivement. Donc voilà, à lui de prouver et de relancer sa carrière. Mais un prêt sec chez nous, c'est vraiment, pour moi, c'est un bon coup. Il n'y a pas de prise de risque, de toute façon. C'est Non. pas comme si on avait claqué 40 millions dessus, 20 millions, même 10. Là, c'est Ouais, un peu un transfert à la. Au pire des cas, c'est un transfert à la Origi. Au pire des cas, ouais, c'est ouais. une erreur de casting. Bon, bah, on s'en Avec un débarrasse salaire moindre rapidement. que Origi en plus. En plus, donc voilà. Honnêtement, il n'y a pas une grosse prise de risque, c'est clair. Non. On est content aussi des départs de Origi et Ballo-Touré. Franchement, carton plein sur les départs. Mis à part Caldara, qui va être le fantôme de Milanello cette saison. On a quand même réussi à virer et à trouver une nouvelle Eldorado à tous nos indésirables. Donc franchement, là-dessus, on verra combien on note le mercato. Je pense qu'on va le réanalyser et on va attendre d'être un peu plus nombreux. Mais en revanche, ce que je te propose, c'est qu'on parle de la grosse actualité. Milan qui, après une petite année où le chapeau 1 était sympa et nous a permis d'avoir une poule assez convenable l'année dernière, et ben on retourne en chapeau 3. Ce n'est plus Porto, de l'Atlético et Liverpool cette année, c'est d'autres morceaux, Newcastle, Dortmund et le PSG. Comme quoi, gagner le Scudetto, mine de rien, c'est quand même pas mal, hein. Parce que C'est clair. derrière, c'est ce genre de problème. Alors le bon côté, c'est qu'on va se régaler, c'est qu'on va voir 6 matchs de Ligue des Champions absolument magnifiques. Voilà, du storytelling en veux-tu en voilà, les retrouvailles entre Lucas Hernandez et Théo Hernandez, le Donnarumma Maignan, le match voilà de Donnarumma et Maignan qui vont retrouver leur club formateur. Tonali qui va retrouver bien plus tôt que prévu San Siro et tous ses anciens coéquipiers. Je pense que, et puis sans oublier Dortmund et Pulisic aussi qui a fait ses gammes du côté de l'Allemagne. Euh, Dégoûté, impatient, hypé, quel est ton sentiment là, à quelques heures, quelques jours de ce tirage? Ah, moi, je suis hyper hypé. Franchement, en fait, déjà, je rêvais un peu secrètement de taper le PSG parce que moi, s'il y a un match que je veux voir dans ma vie, c'est le retour de Gigio sous la Curva. Qu'il fasse vraiment Ouais, 45 minutes à se faire insulter de A à Z. Vraiment, j'ai ouais, une envie de voir ça, mais elle était énorme. Donc, rien que ce tirage-là, j'étais heureux. ouais. Après, le reste n'était pas forcément nécessaire. Mais bon, En vrai, on va l'analyser parce que évidemment ouais, Newcastle, c'est le pire quatrième chapeau qu'on puisse tirer. C'est la pire équipe du chapeau 4, indéniablement. Dortmund, qui reste une équipe quand même historique et avec une ambiance très chaude, va falloir gagner à Dortmund. Ce ne sera pas facile en Coupe d'Europe, on le sait. En revanche, c'était loin d'être le plus mauvais tirage du chapeau 2. Donc clairement. ça fait quand même une poule extrêmement sexy, mais Milan a ses chances. Oui, Milan a assez clairement ses chances. En fait, dans ce groupe-là, quasiment impossible de dire qui seront les deux premiers. Ouais, En fait, tout va, selon moi, se jouer vraiment presque en dessous des 10 points. Ça va se jouer au point près, tant ça va être assez serré selon moi. Après, on ne sait jamais, hein, la Ligue des Champions, c'est toujours un monde à part, c'est des formes, c'est des bons endroits au bon moment. Mais en tout cas, c'est une poule qui personnellement me hype à fond.
Ça va aussi bien dans notre projet, hein. On s'est reconstruit petit à petit dans le temps. Il faut se rappeler, voilà, les premières fois, on s'est requalifié en Europe, puis en Ligue des Champions, le Ouais. Scudetto, la demi-finale de Ligue des Champions. Là, on arrive vraiment, on va dire, dans le dur, c'est-à-dire une saison où on a un peu tous les objectifs. On a un Mhm. effectif qui peut être taillé pour le Scudetto. On a un effectif qui peut être taillé pour aller voir en Ligue des Champions. Sauf qu'on tombe sur un groupe de la mort qui fait qu'on va Ouais. devoir se confronter aux plus grands Européens. En fait, cette saison-là, c'est un peu la saison du verdict. C'est le bilan. Si cette saison, on fait quelque chose de pas mal, ne serait-ce qu'en sortant de cette poule de la mort, en allant en dixième, en huitième ou en quart, on aura vraiment un projet qui, selon moi, est reparti sur des super bases. Parce que Mhm. sortir d'un groupe pareil, ça va être très compliqué. Newcastle, honnêtement, sont peut-être ceux qui me font le plus peur avec le PSG. Dortmund, j'ai tendance à dire que c'est légèrement en deçà. Mais c'est des clubs qui ont grosso modo tous un ADN Ligue des Champions, sauf Newcastle qui doit le retrouver. Newcastle, c'est un peu le Milan d'il y a quelques années, hein, qui Ouais. retrouve un morceau d'histoire. En tout cas, c'est que des belles affiches, c'est que des belles histoires comme tu les as notées. Mais en tout cas, moi, juste pour un Donnarumma à San Siro, je signais matin, midi et soir pour cette poule. Alors on vous parle, et en même temps qu'on enregistre, Newcastle est en train de prendre une belle branlée face à Brighton, Ouais. 3-0 par les hommes de Roberto De Zerbi. Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose. Ils sont pas imbattables. Là, ils en prennent une belle. Voilà, Tonali Ils ont déjà a été. perdu contre Liverpool, puis contre Manchester City les 2 semaines précédentes. Ils ont une seule Ouais, victoire pour l'instant en championnat contre Aston Villa, une grosse victoire, 5-1, je crois, de mémoire. Mais, ouais. évidemment, aucune équipe n'est infaillible, hein. Même le PSG, on joue quand même peut-être, je ne dis pas le pire PSG des 10 dernières années, mais un Non, PSG qui est dis en pas totale ça. reconstruction. Il est en reconstruction, mais il a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule, mais pour moi, tu vois, ça m'effraie quand même radicalement moins qu'une époque où tu Ouais. me sortais Messi, Neymar, Mbappé. Après, c'est en Mm. reconstruction, avis totalement à part et débat à parallèle. Je pense que le PSG va dans le bon sens pour la première fois de son histoire qatari. Mm. Mais en tout cas, c'est un PSG qui est prenable aussi. Quand on voit notre Ouais, effectif et comment nous on bien joue sûr, surtout, honnêtement, il bien y a peu sûr. d'équipes qui me font réellement peur, à part City et les Non, grands non, non. ténors, mais c'est faisable. C'est faisable et l'un des bons indicateurs, c'est la manière dont a été fait le calendrier de Ligue des Champions. Nous allons commencer par jouer Newcastle à domicile dans l'espoir de faire un carton plein de points et commencer cette campagne de Ligue des Champions par une victoire. Ensuite, nous jouerons Dortmund à l'extérieur. Nous rejouerons à l'extérieur au PSG. Et puis ensuite, sur la phase retour, ça veut dire 2 matchs à domicile, le premier face au PSG, le deuxième face à Dortmund et puis le dernier déplacement à Newcastle. Donc on a quand même un début où on peut prendre des points. On a les 2 gros matchs où si on a fait le taf avant, c'est des cartouches qui peuvent être perdues. Et puis à la fin, si jamais on a perdu trop de cartouches, on peut quand même prendre des points à domicile face à Dortmund et à l'extérieur dans moi ce qui me paraît être le match le plus indécis, mais où Milan a quand même une chance face à Newcastle. Dortmund me fait plus peur que Newcastle. Après, c'est dans un mouchoir de poche, hein. Demain, Bien si sûr. Newcastle en colle 4 à Milan, je pourrais pas non plus faire l'étonner, tant l'équipe de Newcastle a un projet sérieux et elle peut se montrer redoutable. Mais l'aspect historique et l'aspect expérience de Dortmund couplé à si jamais d'ici notre confrontation ils reprennent confiance parce que nous on va jouer un Newcastle qui est un peu dans le dur assez rapidement aussi à domicile. Donc là-dessus c'est quelque chose sur lequel Milan doit se montrer intraitable et prendre directement les points pour pas que finalement on se retrouve tout de suite dans le rouge dans cette phase de poule de Ligue des Champions. À noter qu'il y a un Dortmund qui est aussi pas forcément en confiance à une sorte de deux matchs nuls contre des équipes moyennes. En fait, Mhm. c'est assez marrant. On a vraiment trois équipes qui sont à la fois très différentes et très similaires dans leurs championnats respectifs. On sent que c'est des équipes qui n'ont pas une confiance totale, comme ils ont pu Non. avoir notamment Newcastle sur la fin de saison dernière, notamment le PSG sur les 10 dernières années, et Dortmund lors de grandes péripéties qu'ils ont pu faire en Bundesliga. C'est pas des grandes confiances, donc c'est peut-être sur ça qu'on va pouvoir jouer aussi. Nous, Ah si on bah arrive à maintenir une super ouais. confiance, tout va jouer dans le jeu pour moi en fait. Si on arrive à maintenir le jeu qu'on fait là, ne serait-ce que, on Ouais. imagine une victoire contre l'Inter, ou même un match nul ou une défaite, du moment qu'on joue bien contre l'Inter, je ne serais pas inquiet pour les matchs de Ligue des Champions. Parce que Mhm. l'Inter, ça fait partie de ces ténors maintenant européens, c'est une équipe qui est costaud. Je pense qu'on a vraiment notre mot à dire dans ce petit groupe.
Ouais, Comme tu le dis très bien, en fait, on a, mine de rien, on a le pire du chapeau 3, le pire du chapeau 4 qui sont dans un groupe. Ça devient forcément le groupe de la mort. Mais ça va être ouais. honnêtement assez sympa à voir. Ça va être sympa à voir. Milan va apparaître comme peut-être l'équipe la plus en forme, même s'il va rester une dizaine de jours avant que ça commence. Mais à l'heure actuelle, Milan est l'équipe parmi les quatre de cette poule à être le plus en forme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est imposée pour la troisième fois consécutive en autant de matchs en championnat, qui a commencé à battre un gros à l'extérieur. Donc voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve dimanche prochain en direct tous ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des likes. J'ai pas fait de rappel de la vidéo. À mettre des likes, à commenter quel est votre classement peut-être de cette poule là à chaud comme ça. Comment vous avez trouvé les Milanais? Vous avez été bouillant dans les commentaires lors du dernier podcast. Vous avez vraiment joué le jeu. Un grand merci à vous. On s'est efforcé de répondre à tout le monde en commentaire. On compte encore sur vous une semaine de plus et après on se retrouvera tous en direct. Merci à toi. Marco, et Merci à puis toi, à Guillaume. très bientôt. Ciao. Salut tout le monde.